Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Je suis Caroline Bouedec, chargée de mission à la Chambre de métiers et de l'artisanat d'Île-de-France, organisateur de cette 11e biennale du Carrousel des métiers d'art et de création, cette année en version digitale. Je suis accompagnée de ma collègue Floriane Normandin Bonjour. et, et de Karine Vergnol, journaliste luxe et art de vivre à BFM Business. Bonsoir On, à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première table ronde en direct. Karine vous accompagnera tout au long du week-end à travers des portraits croisés d'artisans pour vous faire découvrir leurs univers. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va laisser la place au live. Vous avez la possibilité d'échanger avec nous à travers le chat qui est sur votre droite. Pour nous poser des questions. On prendra le temps de répondre aux questions à la fin de cet échange. Voilà, donc Karine, je vais vous laisser la parole pour nous présenter les 3 artisans qui sont mis à l'honneur aujourd'hui. Et voilà, ouais, je suis ravie de participer à ce carrousel des métiers d'art.com cette année que vous avez mis en place. Mais c'est un vrai plaisir et une belle aventure que vous ayez quand même mis à l'honneur ces artisans et que l'on puisse découvrir leur création. Ça, c'est un point important et je suis ravie aujourd'hui d'ouvrir le bal pour cette 11e édition. On va parler de papier. Bah oui, après tout, c'est pas parce que on parle de luxe qu'on ne parlerait pas de papier. Vous allez voir, il y a des savoir-faire assez formidables. Portrait croisé, mille et une feuilles, entre 3 artisans formidables. Il s'agit de Clotilde Gris, paper artist, on va y venir dans un instant, qui fait des créations en papier que vous pouvez voir au milieu. Il s'agit également de Patricia Tanaz, Beyond Paper by Patricia. On parle de bijoux en papier que vous voyez également sur votre écran. Et puis un homme, Pascal Le Bonhomme, créateur de Litavis. Lui, il crée des globes en carton et en papier. Ils vont vous raconter tout ça les uns après les autres. Ce qui est étonnant, ils ont un point commun. Outre le papier, ça c'est déjà un point commun important, messieurs, dames, mais vous avez un autre point commun, c'est que pour vous, on parle de reconversion ou de changement de vie, je sais pas comment, ou alors d'évolution de vie. Voilà, c'est un artisan qui m'avait dit ça, je trouvais ça pas mal. Évolution de vie, en tout cas, tous les 3, vous êtes venus au papier quand même par passion, par amour, et ça c'est assez étonnant. Si on regarde vos parcours, Clotilde, comment je peux vous présenter? Paper artist, ça vous convient? Oui, oui, c'est bien, Paper Artist. Paper artist depuis 3 ans, mais auparavant, vous avez eu une autre vie. Vous travaillez dans le marketing, Oui, exactement. dans le luxe, pendant combien d'années? Est-ce que vous pourriez nous raconter comme ça le cheminement qui amène un jour au papier? On parlera de votre savoir-faire après. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai commencé, j'ai fait une école de commerce, et puis suite à mon école de commerce, j'ai travaillé pendant 4 ans pour Lacoste. Que j'ai quitté ensuite effectivement pour travailler chez Chanel. Et c'est vrai que donc ça a duré en tout et pour tout ça, ça a duré une dizaine d'années. Et c'est vrai que assez rapidement en fait après la fin de mes études, je me suis dit que j'avais envie de faire des choses de mes mains. Alors c'est vrai que j'ai toujours été assez manuelle, donc je faisais de la peinture, du dessin ou de l'origami lors de mes temps libres. Et puis un jour, par aussi mes expériences précédentes, j'ai découvert que le papier, effectivement, on peut faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et je me suis un peu plus intéressée et je me suis dit à un moment donné qu'il fallait se lancer. J'allais avoir 30 ans et donc j'ai décidé effectivement de tenter l'aventure artisanale et entrepreneuriale comme ça. Alors, on va laisser monter le suspense, vous nous raconterez après justement ce que vous en avez fait de ce papier. Alors, deuxième point commun pour le coup avec vous, Patricia, c'est le marketing. Oui, Patricia, parce que vous êtes originaire de Roumanie, tout vous à êtes fait. depuis 10 ans en France et vous avez fait également au départ des études de marketing. Oui, bonsoir. Du coup, oui, effectivement, ça fait 10 ans que je suis en France. J'habite à Lyon. Et tout à fait, j'ai fait des études en marketing gestion et j'ai découvert le papier à travers des artistes anglophones qui travaillent le papier. Donc, je trouvais ça magnifique et le papier, je trouve que c'est sans fin. On peut l'explorer sous toutes les formes et le découvrir tout le temps.
Donc, ça fait 5 ans que j'ai commencé à travailler le papier et que je continue à le découvrir. Ce qui est intéressant, et on va voir aussi ça avec vous, c'est que quand même au départ, vous avez tous un petit peu d'or dans les mains. On n'y vient pas comme ça se dompte le papier Oui, de différentes manières, mais on sent les uns et les autres que vous aviez l'habitude de travailler avec vos mains. Pascal le bonhomme, vous êtes du côté de Cachan. Vous avez créé l'Itavis en 2011. Alors l'Itavis, c'est la déesse de la terre chez les Gaulois, c'est bien Oui, ça? c'est ça, chez les Éduins et les Lingons essentiellement. Et donc, vous étiez cartographe. Vous étiez cartographe, vous avez aussi une première vie professionnelle et depuis vous êtes facteur de globe. Racontez-nous un petit peu ce parcours qui vous a amené, même si je pense que si vous aviez pu le faire à 15 ans, vous l'auriez fait à 15 ans, cette histoire des globes Voilà, tout à finalement. fait. En fait, moi, j'ai toujours eu la passion des globes. Et depuis, ça fait plus de 30 ans que j'essaye de faire un globe. Mais en parallèle, évidemment, je travaillais comme cartographe, responsable de la cartographie dans une société d'édition cartographique. En fait, c'est la filiale cartographique du groupe Hexaconta Clairefontaine. Et donc, pendant 22 ans, eh ben, je me suis occupé de mettre en place les process de cartographie. Donc, on avait des collections de cartes marines, de plans de ville, etc. Et c'est vrai que j'étais déjà dans un univers de papier parce que on était à 100% dans le papier. Et puis effectivement, bon bah le monde du numérique est arrivé, la cartographie s'est transportée dans les téléphones portables, dans les ordinateurs. Et puis bon bah la société en fait a mis la clé sous la porte en 2009. Et donc pour moi c'était l'opportunité de prendre ce nouveau départ et de réaliser ces globes que je rêvais de faire depuis toujours. Alors vous allez nous raconter, nous dévoiler un petit peu votre savoir-faire dans un instant, mais pour revenir à vous, Clotilde, vous le disiez, ce papier, et je vais vous poser la même question à tous les trois, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi vous appréciez ce matériau? Je le disais, alors vous étiez dans des maisons de luxe, vous avez dû croiser, même si vous étiez au marketing, on parle beaucoup de matières assez précieuses. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce papier et dans la manière dont vous le travaillez? Alors, ce qui me plaît personnellement dans le papier, c'est le côté universel en fait de ce matériau et effectivement qui, à première vue, n'a pas grand-chose de précieux, quoique effectivement, en l'occurrence, le savoir-faire du papier japonais est quand même patrimoine immatériel à l'UNESCO. Donc voilà, il y a quand même un savoir-faire du papier, mais au-delà de ça, voilà, c'était le côté universel, le fait que effectivement c'est quelque chose qu'on connaît tous, enfin depuis toujours et qui a d'ailleurs, enfin rythmé l'histoire même de l'humanité. Et c'est vrai que c'est voilà, déjà ça m'a plu. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que le papier, c'est un des matériaux et peut-être le seul. Après, je suis pas experte de tous les matériaux, mais peut-être le seul avec lequel vraiment on a besoin de quasiment aucun autre matériel. En l'occurrence, pour l'origami, c'est vrai qu'une seule feuille de papier suffit pour créer quelque chose en volume et voilà, et donc faire une nouvelle création à partir de quelque chose de plat. Et puis, alors là, on voit quelques-unes de vos créations, effectivement, merci. On va y revenir dans un instant, mais on voit ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes capable de faire avec du simple papier, finalement, si j'ose dire. Il y a un côté aussi peut-être introspectif où vous parliez de l'origami, par exemple. On sait que c'est un savoir-faire japonais, on sent une certaine quiétude. Complètement, complètement. Effectivement, c'est et d'ailleurs de plus en plus. Enfin, on commence à en parler un petit peu, notamment dans la mouvance de la méditation de pleine conscience et du bien-être intérieur, etc. Et c'est vrai que l'origami fait partie de ces activités qui permettent cette introspection et ce moment un peu pour soi. On est effectivement dans une petite bulle de calme. Alors ça demande quand même un peu de concentration quand on maîtrise pas exactement le modèle qu'on est en train de faire, mais c'est vrai que oui, le côté aussi calme et introspectif du travail du papier me séduit particulièrement. Quel genre de papier vous utilisez, Clotilde? Alors j'utilise différents papiers, donc évidemment des papiers japonais, soit pour de l'origami traditionnel, soit notamment aussi pour les luminaires comme celui que vous venez de montrer. Après j'utilise des papiers créatifs, notamment des papiers par exemple Clairefontaine, qui a quand même une assez large gamme de couleurs, mais aussi avec d'autres fournisseurs qui proposent aussi d'autres couleurs avec des textures un peu différentes. Voilà, j'essaye en tout cas au-delà des papiers japonais ou venus d'Asie, j'essaie de travailler en tout cas avec des papiers fabriqués en France
ou au moins fabriqués en Europe. Pascal, vous qui êtes passé, vous venez de nous le dire, chez Clairefontaine, est-ce que vous avez pu récupérer des papiers? Est-ce que ce sont ces papiers-là que vous utilisez pour fabriquer vos globes? C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que effectivement, pour fabriquer les globes, en fait, la difficulté, c'est d'étendre une surface plate sur une sphère. Et donc, pour ça, il faut un papier qui résiste à la déchirure, qu'on puisse mouiller. Et c'est vrai que au sein du groupe, on avait, donc j'ai dit tout à l'heure, une collection de cartes marines. Et les cartes marines, en fait, ont besoin d'être imprimées sur un papier spécial parce que quand elles sont mouillées, il faut évidemment pouvoir les conserver sans les déchirer. Et donc, j'ai fait quelques tests avec ces papiers-là. Et quand je me suis lancé plus tard, j'ai essayé de retrouver en fait un papier similaire, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait le papier qu'on utilisait pour les cartes marines, c'est un papier qu'on faisait fabriquer spécialement pour les cartes marines. Et après plus tard, je n'avais plus accès à ce papier, donc j'ai cherché, j'ai fait des dizaines et des dizaines de tests de papier, j'ai frappé à la porte de tous les fabricants de papier pour trouver un papier similaire, et aujourd'hui j'ai trouvé le papier qui convient. Alors, on a vu pendant que vous parliez vos globes, on reviendra, vous nous raconterez comment ce fameux papier-là que vous avez enfin trouvé se transforme en globe dans vos mains. Patricia, c'est encore autre chose. Vous utilisez encore d'autres papiers. Vous utilisez du papier qui a eu une première vie. C'est un peu comme Tout à fait, tout à fait. Voilà, moi j'utilise des livres de poche qui ont le côté coloré. Voilà, qui est découpé en petites bandes toutes fines. Voilà, de cette taille, et qui ensuite sont enroulés sous un petit outil. Voilà, donc je trouve que les livres de poche, voilà, pour moi c'était la découverte, vu que j'ai pas grandi en France. Mais je trouve qu'ils sont pleins d'histoires. C'est de papier qui a déjà vécu, qui a une histoire derrière. Donc mon idée c'est de le faire revivre, parce qu'aujourd'hui ils sont oubliés dans un petit coin, dans le grenier, voilà, où j'étais. Donc, l'idée, c'est de les faire revivre en les transformant en bijoux. Comme ça, voilà, tout le monde peut les porter et eux, ils peuvent continuer leur histoire. C'était ça. Alors, racontez-nous, là, vous avez commencé à nous montrer, ça a l'air tout simple. Alors, on va voir le travail terminé, ce que ça peut donner. Voilà. Toutes les parties colorées. Toutes les parties colorées que vous voyez dans les bijoux, c'est du papier. Ah, voilà, ça vient du livre tel que vous nous le montrez. Tout à fait. Et comment vous le découpez en fines lanières? Alors, c'est simplement découpé à la main avec une règle et un cutter. Voilà, tout est découpé à la main. Donc, vous avez trois outils. La règle, voilà, le cutter et l'autre petit outil pour enrouler le papier. Celui-ci, voilà. Vous l'avez fabriqué, celui-ci? Ouais, c'est un petit outil que j'ai fabriqué, oui, que j'ai adapté pour pouvoir enrouler le papier. Parce qu'en fait, ces lanières, ensuite, vous les enroulez autour. Tout à fait. Il y a un petit bout qui est mis là. Ah voilà, petit cours en direct. Voilà, si j'appuie, hop, voilà. Et du coup, c'est tout simplement enroulé. Je sais pas si on arrive à voir bien. Voilà, donc après, ça fait une petite perle, ça dépend de la taille. Voilà, qui ensuite, elle est modelée à la main et j'applique un vernis pour tout bien fixer. Voilà, mais c'est ça la base. Voilà. Bah oui, ça a l'air tout simple, effectivement. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous partez de l'inspiration, elle vient du livre aussi? Alors, l'inspiration, elle vient du livre aussi, et ce qui m'inspire le plus, c'est l'art déco, l'art nouveau. Parce que du coup, je trouve que ça m'allie bien avec le papier. C'est des vieux livres, donc ça continue à raconter l'histoire et bien présenter, voilà, le papier. Donc, c'est l'art déco, l'art nouveau qui m'inspire le plus. Après, c'est le papier aussi en soi, parce que je travaille plusieurs styles. Et c'est voilà, l'inspiration, elle vient au moment que je touche le papier, que je découvre sa texture, sa forme. Et voilà, c'est pas tout bien défini dès le début. Voilà. Et comment vous avez, j'imagine que vous êtes autodidacte, comment vous avez imaginé cette transformation-là? Tout à fait. Comment vous l'avez apprise? Du coup, j'ai cherché, je voulais me former dans des écoles que j'ai pas trouvées, donc je me suis formée toute seule en lisant des livres, en regardant des tutoriels faits par des artistes anglophones, et c'est l'expérience aussi qui
qui m'a appris au fil des années, voilà. Et quand j'ai les possibilités, j'essaie de faire des petites formations avec des artistes japonais. Voilà. Ah, les artistes japonais, on y revient. Clotilde, à l'heure d'Internet, vive les tutos et vive l'empirisme, c'est ça, pour apprendre? Oui, alors oui, les tutos. Après, personnellement, moi, je suis pas très, j'adhère pas trop aux tutos vidéo. Moi, je suis un peu à l'ancienne. En fait, alors pour l'origami, en tout cas, sur les modèles traditionnels, il existe en fait des schémas qui permettent de faire les pliages étape par étape. Et donc, moi, je suis plutôt adepte de ça. Mais effectivement, enfin, c'est vrai que, comme le disait Patricia, en réalité, il n'existe pas vraiment de formation en fait pour le travail du papier. Donc c'est pour ça que, enfin, effectivement, nous trois sommes plutôt issus, voilà, autodidactes. Donc oui, bien sûr, Internet m'aide parfois, voilà, quand je suis en panne sur un modèle, m'aide aussi bien évidemment pour de l'inspiration, hein, parce que, enfin, voilà, des paper artistes, il y en a plein qui font des tas de choses différentes, enfin, voilà, donc c'est effectivement une clé importante de mon travail aujourd'hui, ouais. L'origami, mais aussi la découpe. On l'a vu quand on voyait tout à l'heure votre découpe de ville, c'est magnifique. Je crois que vous en avez fait d'autres. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? On a vu juste quelques petites idées, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez? Alors effectivement, donc là aujourd'hui, je propose une collection d'objets donc que j'ai développé moi-même. Donc effectivement, il y a entre autres les villes dont vous parlez. Donc pour l'instant, il y en a 5. D'ailleurs, juste l'art de la découpe, c'est aussi un art japonais en fait qui s'appelle le kirigami. Voilà. Et donc effectivement, j'ai une collection d'objets que j'ai commencé comme ça en fait. J'ai commencé à développer ma propre collection d'objets. Et à côté de ça, je travaille aussi pour des entreprises pour de la décoration, soit sur de l'événementiel. Bon, autant vous dire que cette année, j'ai pas eu énormément de projets, mais voilà. Donc c'est pour ça, acheter sur le site de Clotilde Eliès vos cadeaux de Noël. Il y a plein d'idées. Merci. Parce qu'il y a des luminaires aussi. Exactement. Il y a des luminaires aussi. Et voilà, donc je travaille avec les entreprises et je travaille aussi avec les particuliers sur soit vraiment du produit vraiment très personnalisé, pardon, soit également sur de l'événement privé, donc type mariage ou baptême. Hein, voilà. Et effectivement, après, le champ des possibles n'a plus de limite. C'est selon, vous disiez, vous cherchez l'inspiration, mais on peut partager avec vous. J'imagine que lorsqu'on fait un mariage, vous échangez avec les uns et les autres, ou vous pouvez travailler sur des propositions, j'imagine. Exactement. Donc soit les entreprises ou les particuliers ont déjà une idée en tête de ce qu'ils ont envie, et dans ce cas, je prends le brief et je fais des propositions créatives. Soit ils savent pas trop où ils veulent aller, et dans ce cas, effectivement, je peux aussi tout à fait faire des propositions partie de rien, et c'est vrai que voilà, ça peut être, on a toujours dans l'idée que l'origami c'est des petites choses, enfin ça se limite à des petits oiseaux ou des choses comme ça, alors que en fait non, effectivement on peut, enfin ça peut être des choses beaucoup plus imposantes. D'ailleurs, il y a un artiste, je sais plus comment il s'appelle, qui a déjà fait des origamis géants. Enfin, voilà. Enfin, on peut vraiment et toujours donner beaucoup de volume avec juste du papier, quoi. Alors je rappelle, parce que j'ai cité votre site Clotilde, mais je rappelle que pour les 3 artisans qui sont là, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver les créations sur le site du Carrousel des métiers d'art, et bien sûr retrouver toutes les coordonnées pour vous rappeler, parce qu'il y a plein d'idées cadeaux. Alors ça y est, j'ai fait monter un peu le suspense, Pascal Le Bonhomme, mais vous allez nous dévoiler comment, parce que les filles depuis tout à l'heure, elles se demandent mais comment il fait ces globes quand même. Alors racontez-nous, donc il y a un socle en bois sur lequel vous venez fixer une boule, en fait, comment vous la réalisez? Alors cette boule est réalisée à partir de carton gris, tout simplement. Donc c'est des grandes feuilles de carton gris que je découpe en morceaux et que je colle avec de la colle d'amidon. C'est tout bête, tout simple. Donc moi j'utilise l'amidon de blé, mais c'est vrai que ça fonctionne avec l'amidon de maïs. Hein. Et donc j'ai donc une sphère qui fait 2-3 mm de moins que la taille définitive. Et donc j'applique en fait ces morceaux, ces petites feuilles de carton sur ma sphère.
jusqu'à à peu près arriver. En fait, j'ai un gabarit en fait. Je tourne dans mon gabarit et dès que je vois que ça arrive au frottement, j'arrête et je laisse sécher. Alors le temps de séchage, bien sûr, est fonction de l'hygrométrie. Ça peut prendre une semaine. Quand je fais des plus grands globes, ça peut durer 3 semaines carrément. J'ai fait des globes de 50 cm qui ont mis 3 semaines à sécher. Ensuite, je découpe la sphère en deux par l'équateur. Donc j'extrais mes 2 demi-coques. Je les réunis à nouveau. Je passe un axe et ensuite je tourne la sphère dans un gabarit de tournage qui me permet de déposer 1 à 2 mm de plâtre sur ma sphère de façon à avoir une surface parfaitement lisse sur laquelle je viendrai coller mes fuseaux en papier. Alors ça, encore une fois, ça a l'air tout simple, mais tout ceci, vous l'avez imaginé au fil des ans, parce que lorsque vous avez commencé, d'abord, vous êtes à peu près le seul à faire ça en France, enfin en tout cas avec ces matériaux-là, et du coup, il a fallu aussi que vous créiez vos outils. J'ai fabriqué la totalité de mes outils, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des outils qu'on trouve dans le commerce. Donc, parce que vous me racontiez même que d'abord, Internet, quand vous avez commencé, n'était pas encore là et que même vous avez arpenté toutes les bibliothèques de Paris, vous avez regardé tous les bouquins, il n'y avait pas grand-chose sur les globes. Ah oui, en effet, moi j'ai commencé mes recherches, bien sûr, avant l'ère Internet. Donc la seule façon d'avoir de l'information, c'était de se rendre dans les bibliothèques. Donc j'avais pris une carte de quasiment toutes les bibliothèques de Paris. Et tous les samedis, mes jours de congé, je les consacrais à parcourir ces bibliothèques, chercher des livres qui expliquaient comment étaient fabriqués les globes. Alors c'est vrai qu'il y en a très très peu, mais dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, il y a une planche avec un descriptif des différents outils. Et donc je me suis inspiré en fait de cette planche pour. Ah oui, il a fallu remonter loin alors. Ouais. Ouais. En fait, finalement, il faut remonter aux origines. Tout se passe là. Finalement, on n'a pas beaucoup évolué depuis. En tout cas, pardon, je vous ai interrompu du coup sur le processus de fabrication parce que c'est pas terminé. Une fois qu'on a ce globe nu, plâtré, eh bien, il reste l'habillage. Et ça, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple parce que en fait. Pour couvrir un globe, il faut des bandes de papier qui ont une forme très spéciale. Donc c'est la forme de fuseau en fait. Et donc si le fuseau est bien calculé, si on a bien anticipé les déformations du papier, parce qu'en fait quand je vais appliquer ma colle, je vais mouiller le papier, donc il va se dilater. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui en fait les papiers sont mécaniques, donc ils se dilatent que dans un sens. Alors que dans le temps, avec les papiers faits à la main, ça se dilatait dans toutes les directions. Donc ce sont des contraintes en fait mécaniques qu'il faut anticiper quand on calcule la forme du fuseau. Il faut également anticiper en fait la déformation du papier quand on va l'étirer. Parce que quand vous avez un fuseau, alors j'en ai pas sous la main, mais enfin bon, on va dire que quand vous avez un globe comme celui-ci, en fait tous les méridiens ont la même longueur quand le papier est collé. Mais quand le fuseau est à plat, le méridien central est une ligne droite et il est plus court que les autres. C'est plus facile, donc il va falloir étirer le papier. C'est plus facile, j'imagine, quand on a été cartographe, d'imaginer un petit peu tout ça. Et quelque chose d'important aussi, Pascal Le Bonhomme, c'est que on peut vous pouvez réaliser un globe, on va dire, classique, mais l'idée, bien sûr, c'est aussi, comme le racontait Patricia, comme le racontait Clotilde, c'est de personnaliser ces globes. Complètement. Évidemment, étant que c'est moi qui fais la cartographie, tous ces globes sont entièrement personnalisables. Donc je réalise des globes pour des globes trotteurs qui veulent garder un souvenir dans leur salon de leur tour du monde. Je réalise des globes pour de l'événementiel aussi. J'ai des commandes spéciales. J'ai fait par exemple un globe carré pour la Cité des Sciences de la Villette. Ça c'est un autre exercice. Ouais. Mais pareil, recouvert de papier également. Combien de temps il vous faut pour réaliser un globe? Vous nous disiez ça dépend du séchage. Alors ça dépend du séchage, puis ça dépend aussi de la taille, parce qu'effectivement un petit globe est beaucoup plus rapide à coller qu'un grand globe. Donc un petit globe on va dire, qui fait une vingtaine de centimètres, il faut compter environ 1 heure pour coller les fuseaux. Pour coller les fuseaux et puis. Mais ça n'empêche pas que en fait, moi je passe du temps
parce que j'utilise en fait les techniques anciennes. Dans le temps, en fait, on collait des fuseaux bord à bord, un peu comme on colle aujourd'hui du papier peint. Il n'y a pas de superposition. Alors que dans tous les globes industriels, en fait, on superpose d'1 ou 2 millimètres les fuseaux. Ça permet de rattraper les erreurs, en fait. Oui. Alors que moi, quand je colle bord à bord, je commence à coller mon premier fuseau. Et quand j'arrive au 12e fuseau, eh ben, il faut que je me referme pile poil. J'ai pas le droit d'avoir 1 millimètre de C'est jour. hyper précis, les uns et les autres, ce que vous nous racontez. Il faut être minutieux, il faut être précis, il faut être patient, j'imagine. Qu'est-ce que vous direz d'autre? Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme qualité, Patricia? Ouais, surtout passionné. Moi, je pense que ça, Oui. voilà, il n'y a pas de prix. Il faut être passionné par ce qu'on fait. C'est que comme ça qu'on évolue et on veut encore plus voilà, faire et avancer. Pour moi, en tout cas, c'est la passion. Voilà. Bah ça, on l'a bien compris pour les uns et les autres. Si vous en êtes venu là, effectivement, si vous avez quitté Tout autre à fait. chose pour en arriver là et pour vous lancer dans l'aventure, on sait que c'est pas très facile en plus pour vous en ce moment. D'ailleurs, comment vous faites pour vous faire connaître au-delà du carrousel des métiers d'art, Patricia? Comment vous Alors, faites? sur Lyon, je suis dans un collectif de créatrices. On est 9 créatrices au centre-ville. On a une petite boutique. Voilà, dans le quartier des artistes, Montée de la Grande Côte, voilà, pour les Lyonnais, voilà, ils connaissent. Et sinon, j'ai des revendeurs, voilà, un peu des boutiques, un peu dans toute la France, en Bretagne, à Paris. Et je vends, voilà, un peu sur Internet, mais ça, c'est encore à définir parce que c'est plus compliqué. Je trouve que vendre de l'art en ligne, c'est compliqué. Il faut expliquer le produit, il faut que les gens ils arrivent à le toucher, à raconter l'histoire derrière. Et tout cet charme, il disparaît sur le web. Voilà, en tout cas, c'est. Parce que c'est vrai, c'est- quand vous entendez les uns et les autres raconter votre savoir-faire, raconter l'histoire, ça n'a pas la même Non. valeur tout de suite que de voir vos produits. Clotilde, vous voyez les choses un peu de cette façon-là aussi? Vous avez un Oui. site internet? Oui, alors effectivement, pour ma part, moi j'ai commencé effectivement directement avec mon propre site. Donc effectivement, j'ai une e-boutique, voilà. Et quelle était la question? Et c'était comment vous faites pour vous faire connaître Oui, sinon? pardon. Au-delà du bouche à oreille, en plus. Donc, effectivement, bouche à oreille. Hein, merci à la famille, aux amis qui effectivement sont un petit peu VRP, je pense pour nous tous. Mais également, voilà, je m'improvise aussi community manager. Voilà, je suis présente sur les réseaux sociaux. Essentiellement sur Instagram et c'est vrai que pour le coup Instagram et Pinterest qui sont quand même deux parce que je rejoins un peu Patricia effectivement sur le fait que c'est difficile de vendre sur Internet et je pense que ça l'est d'autant plus quand on propose effectivement une pièce artisanale où effectivement elle prend parfois beaucoup plus de sens quand on la voit en vrai et c'est souvent ce que les gens nous disent. Je pense qu'a priori c'est le cas aussi de Patricia et peut-être aussi de Pascal. Donc c'est vrai que c'est difficile. Néanmoins, voilà, il y a des sites, enfin des réseaux sociaux comme Pinterest ou Instagram qui sont quand même des réseaux sociaux très visuels. Où quand même on peut toucher des gens qui sont assez qualifiés, qui sont intéressés par ce qu'on fait. Et enfin pour ma part, j'ai quand même eu des gens souvent qui sont venus me contacter et qui m'avaient trouvé sur Instagram. J'ai même vu que vous aviez fait une tribune sur LinkedIn. Oui, enfin, oui. L'artisanat, mais vous précisez, hein, vous commencez comme ça, l'artisanat est humain dans son rapport à la matière et aux autres. Oui, effectivement. Alors j'ai fait cette petite tribune parce que je viens de changer de nom. Alors pas moi, mais avant mon entreprise s'appelait Primadeco et voilà, et justement dans une dynamique quand même beaucoup plus artisanale. Je pense que les gens ce qu'ils recherchent c'est aussi justement d'interagir avec une vraie personne et pas juste avec une marque. On cherche aussi on cherche le côté humain, on cherche une sensibilité et donc c'est pour ça que j'ai changé de nom et c'est pour ça que pour expliquer aussi un petit peu mon changement de nom j'avais fait cette petite tribune pour parler de ma vision de l'artisanat. Pascal,
où peut-on vous trouver, où peut-on trouver vos réalisations? Alors moi j'essaye de faire un maximum de salons des métiers d'art, bien sûr, parce que c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, ce sont pas des objets faciles à vendre sur Internet. Et puis moi j'aime bien le contact avec mes clients aussi, donc je vais à la rencontre de mon public. Donc je fais beaucoup de salons. Je suis présent aussi au concept store de la ville d'Anguin, là, qui a été mis en place par la Chambre des métiers du Val d'Oise, hein, qui regroupe 35 artisans d'art. J'ai des revendeurs également, hein, donc on peut trouver mes globes à la Maison de l'Astronomie à Paris. On trouve mes globes aussi à la librairie de la Bibliothèque nationale. Le samedi, quand je peux, je me rends au marché de la création de la Bastille aussi. Alors bon, c'est un petit marché évidemment qui est en grande difficulté en ce moment, donc je vous invite à aller y faire un tour. Oui, mais c'est le moment, là, au moment des fêtes, c'est vraiment le moment de se tourner vers les artisans, se tourner vers vous tous et de regarder ce que vous faites. Justement, vous disiez, Pascal, que vous appréciez, et vous tous aussi, le contact humain, c'est aussi ça que vous racontez. Est-ce que vous êtes déjà sur la transmission de ce savoir-faire finalement que vous avez inventé? Ah bah moi je suis pas encore dans cette phase-là, puis c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes. Ah, c'est ça. Mais vous voulez pas dévoiler vos secrets encore? Oh non, il y a pas, en fait c'est pas, il y a pas vraiment de secret, hein. C'est juste un savoir-faire. Oui, juste un savoir. Non mais moi je suis prêt à le transmettre, hein, il y a aucun problème à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a cette question-là, Patricia? Est-ce qu'il y a cette curiosité? On sent que les gens qui sont intéressés par des produits comme les vôtres, des bijoux par exemple réalisés en papier, ils sont curieux de savoir comment c'est fait. Est-ce que certains en viennent jusqu'à dire, mais est-ce que je peux passer un peu de temps avec vous dans l'atelier? Et j'ai eu des demandes, mais c'est vrai que voilà, c'est un savoir-faire et même si voilà, on apprend la technique, ça va pas donner la même chose parce que du coup, c'est notre regard, nos savoir-faire et ça, je pense que ça, on peut pas apprendre. Voilà, c'est plus difficile. Donc, oui, j'avais fait moi des stages avec des gens qui s'étaient intéressés pour travailler le papier. Et ils ont appris la technique, mais le résultat, il n'était pas pareil. Donc, ils étaient un peu frustrés. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, mon identité, je peux pas la transmettre. Voilà. C'est ça. C'est très intéressant ce que vous dites, effectivement. Ce n'est pas Non. juste un savoir-faire, il y a la passion, il y a votre inspiration, votre identité. Clotilde, vous le ressentez Oui, comme bien ça sûr. aussi? C'est vrai que voilà, enfin là, effectivement, juste là, on est trois à travailler le papier et on fait tous les trois des choses très très différentes et qui effectivement, j'imagine comme d'autres artisans, juste voilà, la matière en elle-même demande une connaissance qu'on acquiert qu'en la travaillant et enfin voilà, même si comme disait Pascal, il y a rien de compliqué, moi non plus, il y a rien de compliqué dans ce que je fais. Après, c'est beaucoup d'heures c'est beaucoup de ratés, c'est beaucoup d'heures on refait, on réessaye et c'est vrai que oui, comme disait Patricia, pour ma part, j'ai aussi eu des gens qui m'ont dit ah mais comment on peut faire, comment je fais ça ou une lampe et qui sont effectivement déçus de leurs résultats parce que effectivement oui, il y a la technique et puis il y a le travail quoi. Et c'est ça, et c'est ce qui fait la différence sans doute entre celui qui aime faire avec ses mains et les artisans que vous êtes, en fait, parce que vous en avez fait votre Oui, métier. effectivement, faut avoir l'envie de vraiment entre guillemets ne faire que ça de ses journées. Enfin voilà, et effectivement de accepter de rater, de recommencer. Et oui, c'est vrai que enfin sans passion, je pense qu'on ne peut pas être artisan parce que ça demande un investissement personnel tel que sans passion, je pense que effectivement ça ne peut pas marcher. Quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière, Clotilde? Et puis je vous poserai la question à tous les deux aussi. Alors, c'était malheureusement, du coup, j'avais pas mis de photo en ligne parce que c'était pas un produit, c'était une fresque murale que j'avais réalisée pour ma première participation au salon Maison et Objets qui était en septembre du coup 2019.
Et donc sur tout un mur de mon stand, j'avais fait une fresque de plusieurs, enfin qui devait faire 2,5 mètres de haut sur 2 mètres de large, voilà, et qui était effectivement qui a attiré beaucoup de gens, qui était vraiment très, enfin voilà, ça a attiré l'œil et j'étais effectivement, je suis assez fière de. Alors non, là c'était en origami. Du coup c'était une fresque avec des pyramides en fait en 3D. Donc c'est effectivement ça donne un rendu assez graphique. Et puis j'y avais ajouté quand même pour la touche féminine, j'avais ajouté aussi des fleurs en papier. Voilà. Et en même temps, vous avez faire le travailler le papier, c'est un côté éphémère aussi. Et notamment vos réalisations quand vous êtes dans l'événementiel, est-ce que c'est pas un peu frustrant parfois? Oui, parfois oui, parfois effectivement ma fresque. Alors c'était du coup sur un coton gratté. Donc je voulais pas la jeter parce qu'effectivement c'était quand même beaucoup de travail ça. Oui, Bon, des heures de j'ai découpé travail. la toile et je l'ai emportée à la maison, mais bon elle vieillit pas très bien. Elle est un peu enroulée. Donc oui, c'est vrai que le côté éphémère peut être un peu frustrant et à la fois, par exemple pour des mariages. Euh, les mariés sont à la fois tellement contents en fait d'avoir quelque chose de personnel que ça me suffit en fait. Enfin, et après justement, enfin c'est pour ça aussi que j'ai voulu que j'ai vraiment développé une collection d'objets, c'est que effectivement non, le papier peut ne pas être qu'éphémère et c'est le cas d'ailleurs des créations de Pascal et de Patricia aussi. Enfin, ça peut être durable. Alors bien évidemment, dans mon cas peut-être un peu plus que dans le cas de Patricia et Pascal, ça reste du papier. Donc oui, mes objets peuvent être fragiles. C'est sûr qu'un lustre en papier, si on met un coup dedans il peut se déformer, c'est sûr, mais ce sont des objets, bien sûr, qu'on peut garder plusieurs années. Et en même temps, c'est cette fragilité qui en font aussi la magie. Qu'est-ce que vous mettez, Patricia, sur vos bijoux pour quand même, et j'imagine que vous mettez du vernis Oui, pour les j'utilise protéger un peu. de vernis et notamment de la résine, donc il devient imperméable, donc il n'y a pas de souci pour l'humidité. Et comme voilà, on arrive à les garder le plus. Et du coup, il ne Non, nous déteint pas dessus. non, Ça ne non, déteint pas dessus. ça ne détend pas et comme ça, voilà, il faut quand même faire un peu attention. Bah, après, comme tous les bijoux, mais comme ça, ils sont bien protégés, il n'y a pas de souci. Et voilà, ils sont plus éphémères. Voilà, c'est ça, ils vont durer dans le temps. Tout à fait. Et alors, même question qu'à Clotilde, quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière? Une en particulier, j'en ai pas. Moi, je suis fière de toutes mes créations parce que du coup, je mets beaucoup d'amour et même si c'est une pièce très petite ou une pièce très grande, je la fais avec autant d'amour et autant de passion. Donc, que j'ai. Combien de temps il faut pour faire par exemple une paire de boucles d'oreilles comme ça que l'on peut voir là, à l'écran? Ça met entre une demi-heure et 1 heure. Voilà, ça dépend. Et mais bon, aujourd'hui, je suis pas vraiment une référence parce qu'avec l'expérience, tout ça, on arrive à faire plus vite. Mais au début, ça me mettait 3 heures, voilà, pour faire juste pour avoir une comparaison. Et donc voilà, moi, je suis fière de toutes mes pièces. J'essaie voilà de mettre des défis tout le temps. Donc je fais aussi, il y a des pièces en carton que je fais où il y a vraiment que du papier. Là, c'est du papier que vous voyez dans la photo. Dans les photos, c'est papier bois à gauche et papier laiton à droite. Donc voilà, j'aime bien aussi mélanger avec des autres matières. Et mais sinon voilà, je fais aussi des pièces en carton que les gens ils peuvent découvrir sur mon site. Et le dernier défi aujourd'hui, c'était justement de faire des bijoux avec 2 fils de papier que j'ai découvert, voilà, et que j'en ai ici. Voilà, c'est du fil. Attendez, Ça, c'est du fil de du papier. papier. Voilà. Et c'est solide? Voilà, c'est du fil de papier que j'achète et du coup, bah, qui peut être travaillé comme du papier, comme du fil en coton. Voilà, donc. D'accord, sauf que ça a l'air un peu moins fluide. Bah, oui, ça. Ouais, quand même. Voilà, on peut. C'est vrai qu'on a envie de toucher. On revient à la même chose que voilà, c'est quand même compliqué de. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire ce fil de papier? Alors du coup là, je suis partie un peu dans la technique de la frivolité, voilà que je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent connaître. Et il y a des créations sur mon site que vous pouvez voir. Donc c'est des pièces que je fais sur commande et on peut faire voilà
la broderie, on peut faire plein de choses avec du fil de papier et qui reste quand même solide. Ah oui, C'est solide. comme du coton. Voilà. Incroyable. Étonnant. Pascal, quel est le globe dont vous êtes le plus fier? Le prochain? Le prochain, c'est vrai. Moi, je suis aussi très fier de toutes mes créations. Mais bon, s'il y en a un qui pouvait l'emporter, on va dire. Donc, en fait, il faut préciser que, étant que c'est moi qui fais la cartographie, en fait, la mise en couleur sur mes globes n'est pas simplement décorative. La couleur a une signification. Et souvent, en fait, elle est liée à l'altitude, au relief. Et donc, ça m'a permis de faire un globe, en fait, de la Terre il y a 20 000 ans. Donc, parce qu'il faut savoir qu'il y a 20 000 ans, le niveau des eaux était plus bas de 120 mètres. Et puis, le réchauffement climatique a commencé il y a 10 000 ans, donc a fait que le niveau des eaux monte, et aujourd'hui, on a 120 mètres de plus. Donc, j'ai réalisé en fait un globe avec toutes les parties émergées il y a 20 000 ans, et ça permet de comprendre les migrations des premiers peuples à travers la planète. Comment ils ont pu descendre quasiment à pied jusqu'en Australie, comment ils sont passés en Amérique, comment nous en Europe on pouvait aller à pied en Angleterre. Voilà, c'est un globe assez intéressant. Ne faites pas celui qui arrivera dans quelques années avec le changement climatique, ça va nous terroriser, s'il vous plaît. Mais vous pourriez. On m'a déjà demandé en fait de faire un globe avec une simulation de ce qui va se passer dans les années à venir. Mais en fait, étant donné que il faut plusieurs milliers d'années en fait pour qu'il y ait des grandes différences majeures. Donc dans les années à venir, ce sera quelques mètres et ça n'aura pas énormément d'incidence sur notre trait de côte. Les seules parties qui seront en fait menacées, ce sont celles qui sont aujourd'hui au niveau de la mer, voire 1 ou 2 mètres au-dessus. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut être important. Mais c'est important, c'est très important pour les populations qui vivent dans ces régions-là. Sur votre globe, ça sera moins visible. J'ai une dernière question parce qu'on arrive un petit peu à la fin de ce rendez-vous. D'abord, vous qui nous suivez, si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a un chat, donc n'hésitez pas. Vous avez la chance d'avoir 3 fabuleux artisans avec vous, donc c'est le moment de leur poser vos questions. Qu'est-ce que la crise a changé pour vous? Qu'est-ce que ces derniers mois ont changé sur votre façon de voir votre métier, votre savoir-faire, et peut-être aussi le regard des gens sur vous, sur les artisans? Est-ce que vous pensez qu'il a changé, Clotilde? Oui, je pense qu'il a changé. Je pense qu'effectivement, la crise qu'on a traversée, enfin qu'on traverse encore, je pense qu'elle a rappelé quand même, enfin qu'elle a rappelé effectivement à beaucoup de gens qui peut-être l'avaient oublié. Justement la beauté de l'artisanat, l'importance aussi de consommer local et de valoriser nos savoir-faire. Donc j'ai encore du mal à savoir si vraiment le regard des gens a changé vis-à-vis de l'artisanat. En tout cas, pour ma part, ça m'a conforté en fait dans mon choix de changement de vie que j'ai fait donc il y a 3 ans effectivement. Même si bien sûr, cette année est compliquée et voilà, et je sais pas de quoi demain est fait et voilà. Mais je suis, enfin voilà, ça m'a vraiment confortée dans mon choix. Je pense que on revient quand même justement à des valeurs un petit peu plus fondamentales et effectivement, voilà, à valoriser nos savoir-faire et à consommer local. Pascal? Je suis complètement d'accord. Moi, je pense que le confinement, en fait, a fait prendre conscience aux gens, en fait, du travail manuel, parce que beaucoup se sont mis justement chez eux à essayer de confectionner eux-mêmes, et ils se sont rendus compte que c'était pas toujours si évident que ça. C'est bien ça. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, c'était l'impossibilité de voir mes clients. Ça, c'était le plus dur. Les salons, les marchés, tout annulé. L'impossibilité de changer avec mes clients, mes potentiels clients. Mais ça, je trouve que voilà, c'est quelque chose que, encore une fois, la vente en ligne, elle peut pas donner. Voilà, elle peut pas assurer ça. C'est trop personnel en fait. Donc, le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un, de pouvoir échanger en direct, pour moi, c'est très très important. Après, je trouve que voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés, qui viennent vers moi. Donc peut-être que la conscience de consommer local, voilà,
elle va être de plus en plus présente, mais voilà, pour moi, c'est une possibilité de voir les gens, les clients, c'était le plus dur. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions? On va regarder s'il y a des questions. Non, il y a pas de questions. C'est incroyable. Tous ces gens qui nous suivent et qui posent pas de questions, mais sans doute parce qu'ils sont allés voir sur vos sites, aux uns et aux autres, vos réalisations. Peut-être qu'on va rappeler, justement, avant de se quitter, quand même, où on peut trouver, pour ceux qui ont des sites, on ira au marché. Vous y serez bientôt au marché de la création à Bastille, Pascal? Mais il se trouve que en ce moment, j'ai plus de stock parce qu'en fait, moi, je fais pas de stock, Oh, je fais mes globes au fur et à mesure. Et malheureusement, je ne pourrai pas m'y rendre dans les jours qui viennent. mais c'est une bonne chose. Écoutez, on se rend bien sûr sur carrousel-métier-art.com pour découvrir vos créations et puis on vous contacte par ce biais-là pour, si j'ai bien compris, pour avoir son globe personnalisé puisque vous n'avez plus de stock. Patricia, on rappelle votre site Oui. internet, Et aussi notamment peut-être? sur Instagram, les gens ils peuvent me contacter, voilà, échanger. Et je promets, voilà, je vais essayer de vendre un peu sur mon site. Mais je préfère que les gens ils me contactent pour avoir quand même un petit échange. Et je trouve que c'est quand même Ben oui, important et c'est plus valorisant pour moi que juste le clic et on met dans le panier. Donc voilà, Beyond Paper. Et sinon, Beyond pour Paper, hein. justement à Lyon, pour les Lyonnais, voilà, sous la montée de la Grande Côte. Mhm. Donc pour Clotilde, moi, vous pouvez retrouver mes créations donc soit via le site effectivement du Carrousel des métiers d'art, soit directement sur mon site internet clotildegris.com ou sinon effectivement sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook et je réponds à vos questions avec grand plaisir. Oui, Clotilde sans H et oui, Gris, Gries. ouais, C'est ça, hein, c'est important, il faut pas se oui. tromper. Mais on peut vous retrouver effectivement, sinon, donc, sur le carrousel métier d'art, parce que ce carrousel se tient eh bien, encore tout le week-end. D'ailleurs, moi, je vous retrouverai samedi soir à 18h30, si je ne m'abuse, où on parlera plutôt de fil, et puis dimanche soir, également à 18h30, où on parlera de restauration. Mais ça, c'est qu'une partie du programme. Caroline, je vous vois réapparaître. Il y a plein d'autres choses qui vont Oui, se tout passer à fait. sur le Donc digital. jusqu'au 17 décembre, il y a un programme qui est accessible sur notre site qui rythmera, on va dire, cette édition digitale avec des portraits sur le développement durable, sur les parcours de reconversion, comme vous disiez Karine, ce week-end sur le textile, sur les métiers de la restauration. Également la possibilité d'échanger en direct avec les exposants à travers un chat en ligne quand vous vous rendez sur la galerie des exposants. Vous pouvez échanger avec eux, découvrir leur création à travers la galerie des créations qui est disponible. Voilà, donc on espère vous retrouver nombreux sur le site ces prochaines semaines pour justement penser aux achats de Noël et aux beaux objets artisanaux que vous pourrez trouver à travers les créations de nos exposants. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, ouais, bravo à tous les trois, Patricia Tanazé, Clotilde Griès et Pascal Merci. le bonhomme. Bravo vraiment à vous pour votre Merci, savoir-faire. Et, et je vous souhaite à merci. tous une excellente Merci. soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci, très bonne soirée. Bonsoir. Ah. Bon, je crois que tout Oui, le monde s'en ouais, va, en fait, donc moi j'ai cliqué sur terminer, eh ben mais allez, bon. eh ben terminé. Bonne soirée. Très bien. Eh ben Au allez, revoir. bonne soirée.